Ce soir, aux Nouvelles Nationales d'APTN. Des dommages à ceux occupant leur territoire traditionnel sur le Nitaskinan d'Okitsawan. Nous autres, on a décidé de rester parce qu'on voulait garder ce qu'on avait réussi à sauver. Un étudiant de l'Université Concordia lance une pétition pour renommer l'avenue Christophe Colomb à Montréal. Colonialism, brutality. Et en entrevue, nous aborderons le lancement officiel du Bureau du principe de Joyce. Oui, bonsoir. Je m'appelle Emilia Fournier. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Pour débuter, la sécheresse et les feux de forêt ont causé plusieurs maux au cours des derniers mois, surtout à ceux occupant leur territoire traditionnel sur le Nitaskinan d'Okitsawan. Voici un reportage de Shushan Bacon. Un tornade! Un tornade va du bâton! Fait que là, on est au 23 juin, Oui, toujours le 23 juin. puis c'est ici que ça a brûlé. Ouais, ici, c'est un tison qu'on a oublié. La motoneige aussi a passé au feu, puis il y en a un autre plus loin là-bas. Là. Un skidoo est brûlé. Jules Tchatché se remémore de ce fameux jour. Le feu est parmi eux, devant, derrière, les aveuglants. On est parti avec nos roses, on a fait partie des pompes, et on a commencé à arroser un peu partout là-bas. Il y a le maïs sur le bord du chemin, là. Puis, une bonne partie de la nuit. J'ai quitté ici à 5 h du matin, là, épuisé. Là. Il est arrivé avec sa hausse. Là. Selon ce chef traditionnel de la famille Tchatché d'Obidjouan, le feu avait son propre climat, avec son propre vent. Un tornade va du bâton! Et il voyageait sous la terre également. Il a commencé à prendre feu, puis ça va en dessous, ça va sur la terre, parce que c'est sec, parce qu'on n'a pas eu de pluie pendant un mois et demi. Là. Le danger était omniprésent. Donc, pour la sécurité de tous, le Conseil des Atikamekw d'Obidjouan a envoyé une lettre demandant au groupe de quitter les lieux. Puis nous autres, on a décidé de rester parce qu'on voulait garder ce qu'on avait réussi à sauver. Il affirme que lui et les autres propriétaires des chalets n'avaient pas grand-chose pour mener ce combat. Il nous présente ce qu'il appelle son système de défense lorsque les feux se sont déclarés. Tout ce que j'avais, c'est ça, puis mes chaudières d'eau. J'ai fait des élastiques pour pas perdre mon eau, mes couverts dessus. Je remplissais mes chaudières avec ça. J'ai fait des élastiques pour... parce que quand on met ça après le pick-up en arrière, ça brasse, puis si on met pas ça, il reste quasiment plus d'eau après, quand on arrive sur place. C'était un combat de 45 jours pour sauver sa maison et celui des 20 autres chalets avoisinants. Au fil des semaines, les renforts arrivent de Manoan, de Wemantachi et d'Obidjouan. Dont Roselin Awashish, un Atikamekw d'Obidjouan, affirmant qu'il n'a pas hésité à offrir son aide pour protéger la terre-mère et les 21 chalets. On avait déjà eu des chalets qui avaient déjà passé. C'était ça qui était désolant, là. Voir les chalets passer au feu, puis c'est toute une vie, hein. C'est nos grands-parents, puis aujourd'hui, c'est nous autres qui occupent le territoire. Puis l'équipement s'améliore. Motopompes connectées à des réservoirs de 1000 litres. Et la certitude de pouvoir sauvegarder leur héritage. Bien, c'est sûr qu'il y a des risques dans tout ce qu'on fait. Oui, j'ai toujours considéré cette possibilité-là, mais tu sais, quand ton heure vient, elle arrive. Quand c'est pas ton heure, ça vient pas. Cette bouteille d'eau peut sembler banale. Pour Jules Tchatché, elle représente un symbole de survie, non pas pour étancher sa soif, mais... Aujourd'hui, ma vision a changé concernant les bouteilles d'eau. On a utilisé, moi personnellement, j'en ai pris peut-être une caisse de 24, sinon plus, de bouteilles d'eau pour éteindre le feu qui a commencé à brûler en arrière des chalets. Courir un peu partout pendant que les autres ils essayent de ralentir avec leur pompe ici, de l'autre côté du chemin. Là. Le calme revenu, il est très reconnaissant de l'aide et du support qu'ils ont reçu. Mais tout de même triste de voir cette dévastation. Toutefois,
Il est content de pouvoir continuer ces rénovations qu'il avait commencées avant la venue du feu. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Obidjouan. Entre-temps, les Inuits de Sapit et de Quanutchit auront maintenant plus de ressources pour protéger leurs territoires ancestraux. Le gouvernement du Canada a annoncé plus de 2,4 millions de dollars sur 3 ans pour des programmes de gardiens Inuits au Québec. Ces derniers seront entraînés dans les pratiques traditionnelles Inuits pour assurer la protection des terres, eaux et espèces au Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et au Parc national de l'archipel de Mingan, en collaboration avec Parc Canada. Selon le chef de Sapit, Martin Dufour, les gardiens Inuits vont transmettre leur savoir aux jeunes Inuits et aviser les intervenants de Parc Canada. Je voudrais juste vraiment reconnaître l'ouverture du gouvernement fédéral là, parce que, écoutez, ça démontre qu'il y a une réelle volonté de réconciliation. Puis avec ça, là, c'est sûr qu'ils reconnaissent le droit inhérent à l'autodétermination de nos Premières Nations. Fait que je tiens à les féliciter pour ça. Les régions du Nord connaissent des températures records cette année. La Régie régionale de la santé du Nunavik met donc les communautés en garde contre le risque d'empoisonnement par le botulisme et l'importance de la prévention. Le botulisme affecte le système nerveux. Il peut survenir après la consommation de viande de mammifères marins contaminée par la toxine. La maladie est associée aux méthodes de conservation et de préparation de certains aliments traditionnels. Bien que rare, elle peut être mortelle, le dernier décès ayant été enregistré en 2018. Les premiers symptômes sont souvent des nausées et des vomissements, mais la toxine provoque des paupières tombantes, des difficultés à avaler et une vision brouillée ou double. La Régie régionale de la santé du Nunavik affirme que la prévention est essentielle. The spores that can create botulism toxin eventually, they are everywhere. You cannot really find a place where you don't find this, okay? So you need to put the animal on somewhere where there is no soil as much as possible. Now, once that is done, it's very important that the animal, the butchered meat, be refrigerated, be put somewhere where the temperature goes below 4 degrees Celsius. Au retour, un étudiant de l'Université Concordia a lancé une pétition pour renommer l'avenue Christophe Colomb à Montréal. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un monument pour rendre hommage aux victimes de féminicide dans la communauté de Pessamit. Le projet, pour l'instant, est toujours en maquette et devrait être érigé avant l'hiver prochain. Afin de perpétuer la mémoire des femmes et des filles victimes des féminicides de sa communauté, Catherine Picard, intervenante psychosociale du Centre de santé de Pessamit, a eu l'idée de créer un monument en bois à l'entrée de la communauté. Initialement pensé pour apporter du soutien aux familles des 6 victimes de la communauté officiellement recensées, le projet cherche plus largement à sensibiliser les personnes de la communauté et notamment les jeunes filles aux violences faites aux femmes. On sait que c'est beaucoup tabou dans les communautés. Souvent, on regarde à côté quand il se passe de quoi. Fait que moi, je veux sensibiliser puis prévenir. Moi-même, j'ai une fille de 11 ans. Je veux pas qu'elle soit victime de violence conjugale un jour parce que j'aimerais pas ça, puis j'aurais trop peur. Fait que c'est pour ça que ça me tenait à cœur. Des équipes sportives professionnelles aux noms de rues et de statues. Le retrait de noms de personnalités historiques controversées a fait la manchette au cours des dernières années ici au Canada. Plus récemment, un homme de Montréal demande que la ville renomme une avenue commémorant le père du colonialisme. Un reportage de Marisela Amador. Même si cela peut sembler un peu sans prétention de Christophe Colomb. This represents rape, slavery, colonialism, brutality. It's really surreal to see this.
Ray Coelho, étudiant à l'Université de Concordia, a lancé une pétition pour renommer l'avenue Christophe Colomb à Montréal. Il affirme que cet héritage colonial n'a pas sa place dans notre société. It bothers me to see another a colonial figure who subjugated the native people of this hemisphere be celebrated with statues and street names. A street name is basically giving them prominence, and I don't think we should give prominence to someone like Christopher Columbus and his legacy. Coelho fait du porte-à-porte avec cette brochure afin de recueillir des signatures et sensibiliser les Montréalais à l'héritage sordide de Christophe Colomb. Il compte environ 200 signatures à l'heure actuelle et il cherche à en obtenir d'autres. I plan on taking the 1,000 signatures to the City of Montreal and bringing up the issue formally in a council meeting. Bien que le processus de changement de nom soit difficile, cela a déjà été fait par le passé. En 2019, la ville a rebaptisé la rue Amherst en honneur du général qui a distribué des couvertures infestées de la variole aux Autochtones. On l'appelle maintenant la rue Adadago, un mot mohawk qui s'est traduit librement par frères et sœurs. La Ville de Montréal a un comité qui se penche précisément sur ces demandes de changement de nom. Si on reprend l'exemple de Christophe Colomb, la solution, c'est peut-être pas de renommer la rue, c'est peut-être d'ajouter à l'histoire, c'est peut-être d'ajouter une plaque qui explique l'histoire de Christophe Colomb et le passé plus douloureux et plus sombre qu'on connaît de cette personnalité-là. Ça peut être d'ajouter un autre nom, mais ça, c'est le comité qui va réfléchir à tout ça avec leur expertise. Bien que Coelho n'a pas formellement soumis sa demande à la ville, il a déjà le soutien de certains politiciens provinciaux. I think one of the most elementary steps to reconciliation is to take down the monuments to the genocidal figures, to the people who perpetuated this brutality towards the indigenous people that were here far before the Europeans arrived. Tyrell croit que le changement devra et sera adopté. Le lobbyiste fédéral Alain Babineau est du même avis. Once we bring this petition forward and demonstrate the importance and the symbol around the change of names, we're hoping that the city will act pretty swiftly. Mais la campagne de Coelho ne se limite pas au centre-ville. Il aimerait également renommer l'avenue Columbus à l'ouest, dans la municipalité de Pointe-Claire, où il a grandi et où il vit actuellement. The majority of people I've approached at our home have signed the petition, which is very encouraging. Maricela Amador, APTN National News, Montréal. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a nommé Léolie Eshraghi comme conservatrice des arts autochtones, le premier poste du genre à ce musée. Et elle espère accroître la visibilité autochtone au musée et encourager les artistes autochtones dans leurs œuvres. Comment ils façonnent le bois, c'est vraiment avec une sensibilité spécifique. Artiste, conservatrice et auteur Léolie Eshraghi a voyagé partout à la rencontre des Autochtones de tous les coins du monde. Et elle est atterrie au Québec pour le poste de curatrice d'art autochtone du Musée des Beaux-Arts de Montréal, où elle admire l'exposition de Dempsey Bob, l'artiste Tahltan et Tlingit de la côte ouest. Je ressens un respect profond, surtout en termes des pratiques esthétiques extrêmement complexes. J'ai un peu voyagé dans différentes communautés de la côte ouest et du nord-ouest, à Whitehorse, Vancouver, Victoria. Donc je reconnais la limite de mon savoir par rapport à ces pratiques et surtout la charge de travail, la charge émotionnelle, la charge spirituelle derrière toutes ces pratiques, surtout vu l'interdiction des pratiques durant l'interdiction du potlatch. Eshraghi est membre des clans Samoan, Samoan Tofa et Tautua, des îles Samoan dans l'océan Pacifique. Venant des îles, on partage un attachement, un lien profond avec l'eau. Donc ici, c'est plutôt la rivière, les lacs, les grands fleuves. Et chez nous, c'est l'océan qui nous unit entre différents archipels. Eshraghi s'identifie comme une personne affinée. Dans la culture samoane, c'est une personne de genre fluide et a une manière féminine avec un rôle spécial. Fa'afafine and Fatama are really known for being the language teachers, the storytellers, the dancers, the aesthetes. In other archipelagos, a similar gender formation would be the people who hold cultural knowledge and who are kind of like extra parents.
Dans son rôle comme conservatrice au Musée des Beaux-Arts, Yael veut faire de la place pour des groupes communautaires autochtones et organiser plus d'expositions solo pour les artistes autochtones. Moi, je pense que le même engouement qu'on a pour les arts décoratifs et design occidentaux, on devrait avoir ce genre de respect profond et littératie, alphabétisation avec les différentes formes esthétiques autochtones, et d'ici et de loin à travers les Amériques. Bien sûr, ce sont des courants de pratiques qui sont millénaires, avec beaucoup d'innovation. Je pense que tout ce qui est objet d'art aujourd'hui, c'est une définition qui explose, donc dans le bon sens du terme. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, en entrevue, Jennifer Petitquay-Dufresne, la directrice du nouveau bureau du Principe de Joyce. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. C'était une célébration ce week-end dernier à Manawan, pas seulement pour l'occasion de leur powwow annuel. Je crois que si on travaillerait ensemble, si le gouvernement du Québec adoptait le principe, là, on pourrait grandement changer de paradigme sur la santé publique. Pendant les festivités, les leaders communautaires ont officiellement lancé le bureau du Principe de Joyce, en honneur de Joyce Echaquan, samedi dernier. J'ai parlé avec Jennifer Petitquay-Dufresne, la directrice, de ce que ça signifie pour les Autochtones au Québec. Nous voici. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, quel est le rôle du bureau du Principe de Joyce? Oui, en fait, le Principe de Joyce en tant que tel, c'est un principe de loi qui a été écrit vraiment par la Nation Atikamekw afin de jouir du meilleur état de santé possible, que ce soit physique, mental, émotionnel et spirituel. Puis ça requiert en fait la reconnaissance et le respect de nos connaissances traditionnelles et vivantes en matière de santé. Donc, sur la base que le principe de loi a été écrit de cette façon-là, le bureau du principe de Joyce est responsable de promouvoir le principe de Joyce, de faire des suivis sur son application au sein de diverses organisations, de développer des outils concrets, en fait, pour répondre à cet objectif-là qui est de faire de la reconnaissance de nos connaissances traditionnelles et vivantes en matière de santé, mais aussi d'augmenter l'équité d'accès en santé pour les personnes autochtones. Et qu'est-ce qui vous a poussé d'occuper ce poste comme directrice? Oui, moi, dans le fond, je suis une infirmière clinicienne de profession. J'ai travaillé environ 14 ans là, dans le réseau santé et services sociaux. Puis, en étant Atikamekw de Manawan, en étant près de la famille aussi de Joyce, quand les événements se sont produits, ça a touché deux fibres de ma personne, c'est-à-dire le fait que je sois Atikamekw, le fait que je sois infirmière aussi. Donc, c'est suite à cet événement-là, moi, j'étais déjà impliquée dans l'amélioration et l'implantation de la sécurisation culturelle dans le réseau. Mais quand j'ai vu ça, on dirait que il y a une flamme de plus qui est allumée dans le désir d'améliorer l'équité d'accès en santé pour les personnes autochtones. Et quel était le processus de l'établissement du bureau du Principe de Joyce? Comment est-ce que ça s'est développé? Oui, en fait, suite à la rédaction du mémoire du Principe de Joyce, le gouvernement fédéral a eu des discussions avec le Conseil des Atikamekw de Manawan pour pouvoir attribuer un financement pour l'ouverture d'un bureau du Principe de Joyce au sein de la communauté, afin justement de le faire vivre puis de faire en sorte qu'il puisse prendre son envol pleinement, puis qu'on puisse, dans le fond, vraiment le mettre en application et avoir des retombées concrètes. Et malgré que le gouvernement du Québec nie l'existence du racisme systémique, est-ce que depuis tout ça, est-ce que les conditions aux hôpitaux ont amélioré pour les Autochtones, selon vous? Je pense que cette question-là, il faudrait qu'elle soit posée aux personnes autochtones. Je sais que de mon côté, on entend quand même encore beaucoup de situations qui se produisent, qui continuent de se produire, et c'est même malgré les événements de tragiques entourant le décès de Joyce. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'infirmières, beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes qui travaillent dans le réseau, qui ont eu des prises de conscience, qui ont entamé en fait un processus de décolonisation de leurs pratiques, mais
serais pas prête à dire aujourd'hui que c'est complètement différent. J'entends souvent les gens dire on est dans le après Joyce, mais moi je dis on doit être dans le après Joyce. Puis pour ça, je pense qu'il faut que tout le monde se mette en action de manière concrète pour qu'on devienne vraiment là, l'année 2, l'année 3, l'année 4 après Joyce, puis qu'on voit vraiment des changements là, dans le système de la santé. Et en parlant des actions concrètes, nous anticipons la présentation du projet de loi 32 sur la sécurité culturelle dans les hôpitaux, dans les soins médicaux. Quelles sont vos attentes de cette nouvelle loi? Oui, en fait, le projet de loi 32 qui est sur la sécurisation culturelle des établissements du réseau santé et services sociaux, pour notre part, on le trouve je veux dire, timidement écrit. C'est sûr qu'il manque beaucoup de choses dans ce projet de loi-là pour qu'il puisse pleinement, en fait, garantir ou même tendre à augmenter l'équité d'accès pour les personnes autochtones au réseau de la santé et services sociaux. Il y a plusieurs thèmes. Tu sais, c'est à proprement parler, quand on dit qu'il faut augmenter la connaissance des professionnels par des formations sur les volets culturels des personnes autochtones, c'est un volet, mais c'est largement insuffisant pour permettre de voir une sécurité culturelle et pour voir aussi, dans le fond, des usagers qui vont se sentir en sécurité lorsqu'ils vont aller chercher des services de santé. Entre autres, toute la communication interorganisationnelle entre les établissements de santé dans les communautés et puis le réseau, c'est quasi absent et ça crée de l'insécurité vraiment au quotidien pour la part des gens qui ont peur de perdre leurs proches quand ils vont consulter dans le réseau, tout simplement parce qu'on n'a pas de retour après ça, on n'a pas de suivi. Il y a aussi tout le volet de l'implantation d'une pédagogie antiraciste et d'une volonté organisationnelle, d'innovation dans ce sens-là. On ne le voit pas non plus dans le principe de loi. On ne voit pas non plus du tout le volet de la formation continue, de la formation aussi qui doit être mis dans les formations initiales des professionnels en santé. C'est complètement omis, alors que justement, c'est un des éléments qui est soulevé de plus en plus là, pour ce gouvernement, là, son manque son manque de proactivité dans le domaine de la formation, hein, je veux dire comme ça. On a besoin d'avoir un plus grand éventail de formations pour permettre aux professionnels d'acquérir pleinement des pratiques culturellement sécuritaires et pertinentes. Et quels seraient des enseignements clés que vous aimeriez voir dans ce genre de formation? Bien, en fait, c'est des enseignements qui ne vont même pas juste toucher les volets culturels des personnes, mais aussi comment on entame une réflexion, une autocritique de notre pratique, comment qu'on entame en fait aussi l'implantation d'une approche antiraciste, comment qu'on fait en tant qu'organisation, en tant que professionnel pour adapter nos plans de soins, notre quotidien, les interventions au quotidien, ça va venir avec de la pratique, avec du développement continu des compétences à ce niveau-là, pas seulement avec une formation qui va vous dire les réalités culturelles ou historiques des personnes autochtones. Donc, c'est vraiment largement incomplet. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info, nouvelle au pluriel, @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel APTN en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel APTN. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.